Mathieu Vallet, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Pour commencer, la garde à vue de Rima Hassan pour apologie de terrorisme à la suite d'un tweet. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il y a eu beaucoup de plaintes déposées contre Rima Hassan pour notamment des faits dénoncés d'apologie du terrorisme. On se demandait ce que faisait la justice. C'est bien qu'elle soit placée en garde à vue et qu'elle allait rendre des comptes aux enquêteurs qui travaillent sous l'égide de magistrats, puisque ça faisait un moment qu'on se demandait ce que faisait évidemment la justice et que dans notre République, il faut respecter la loi et que nul n'est au-dessus des lois. Donc c'est mieux vaut tard que jamais. Voilà, ça a mis un peu de temps, mais on se satisfait qu'il puisse y avoir des comptes qui soient rendus par cette députée, eu égard aux propos qui sont dénoncés et que certains lui reprochent, notamment ces propos liés à ce qui pourrait être constitutif de l'apologie du terrorisme. Alors, je rappelle, c'est la mise en cause, elle a été faite à cause d'un tweet qui a été publié fin mars où elle cite un terroriste de l'armée rouge japonaise responsable d'un attentat en Israël. C'était en 1972. Qu'elle a supprimé d'ailleurs Voilà, depuis. alors l'attentat avait fait 26 victimes. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. C'est ce qu'elle avait écrit et elle avait retiré son tweet. Mais donc il n'y a rien d'étonnant puisque elle mise en garde à vue. Il n'y a rien d'étonnant puisqu'elle considère le Hamas comme une organisation terroriste. Elle l'avait dit dans des déclarations précédentes, ça fait déjà l'objet d'un signalement. Bon, il n'y avait visiblement pas eu de garde à vue à l'époque sur ce sujet. Elle réitère avec le sujet que vous venez d'évoquer par rapport à ce tweet qui serait jugé de l'apologie du terrorisme. Donc c'est bien qu'il y ait enfin une mesure judiciaire qui soit prise par l'autorité judiciaire et qu'elle ait des comptes à rendre à cette autorité par le biais d'enquêteurs. C'est indispensable dans une démocratie. Je le répète, nul n'est au-dessus des lois et il est grand temps qu'elle s'explique parce que quand on laisse faire les gens et qu'il n'y a absolument pas de frein qui est mis par la justice ou en tout cas qu'il n'y ait pas de compte qui est demandé par la justice, et bien évidemment ça ne s'arrête pas. Plus largement, est-ce que vous pensez que ces caractéristiques d'un positionnement, d'une stratégie de la France Insoumise ? Moi, je ne suis pas étonné que des élus de la France Insoumise comme Rima Hassan aient des faits d'apologie du terrorisme qui lui soient reprochés, en tout cas pour lesquels il y a une enquête ouverte et qu'elle doit s'expliquer, parce que Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise du Nord, voulait supprimer ce délit d'apologie du terrorisme. C'est quand même une idée assez loufoque, curieuse et insupportable de vouloir supprimer un délit qui permet à des policiers, à des agents du renseignement qui enquêtent en judiciaire, de pouvoir judiciariser des personnes avant qu'elles passent à l'acte, de pouvoir judiciariser des gens qui promeuvent des décapitations, qui promeuvent des propos abjects ou des organisations qui ont commis des crimes abjects terroristes et de surcroît islamistes. Donc moi je ne suis pas étonné que ce parti soit impacté lourdement par des procédures liées à l'apologie du terrorisme. Par ailleurs, on a appris que Rima Hassan était venue à sa convocation avec un sachet de drogue et donc elle pourrait être mise en garde à vue pour... Excuse-moi, je vais refaire la question. Parce que sur ça, peut-être qu'on va la couper. Par ailleurs, Rima Hassan serait venue à sa convocation pour sa garde à vue avec un peu de drogue. Qu'en pensez-vous ? Elle a été placée en garde à vue. Dans le cadre de la garde à vue, les policiers sont légitimes à vérifier qu'elle n'a pas d'objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. C'est les règles administratives et même les règles du code de procédure pénale. Et donc, effectivement, s'il s'avère que de la drogue de synthèse avait été retrouvée sur Rima Hassan, c'est très grave, mais ça serait là non plus pas étonnant. On a Andy Karbrad qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue de synthèse par le 18e arrondissement. Il a été condamné pour ça et il l'a acheté d'ailleurs avec de l'argent public. Je remarque qu'il siège toujours à l'Assemblée nationale. Donc l'extrême gauche, Libération, Mediapart, ou tous ces bons médias de bonne pensance qui font des soirs à tout le monde ne sont pas émus de voir un député rester maintenu à son poste malgré ces faits assez graves quand même. Aujourd'hui, quand on voit le narcoterrorisme, le narcotrafic, on sait que c'est important dans notre pays de lutter de manière implacable contre ces dealers et ces consommateurs. Et ensuite, vous avez aussi Louis Boyard qui revendiquait à l'époque revendre de la drogue pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, visiblement, Rima Hassan serait aussi concernée par la détention à minima de drogue de synthèse de ce que certains médias expliquent. Donc oui, ce parti a un vrai souci avec la drogue et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils veulent dépénaliser la drogue en France. Voilà, mais sauf qu'ils n'ont pas compris que pour l'instant la loi prohibait à la fois l'achat, la détention, le transport, l'usage de drogue. Donc ils ont devancé une loi qu'ils veulent adopter mais qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mathieu Vallet, venons-en maintenant aux grandes polémiques de la semaine, parmi lesquelles parmi lesquelles les propos du ministre de l'Intérieur qui font polémique. Je vous propose de l'écouter. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende, comme ministre des cultes,
toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shams, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. C'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'exprimait à la Grande Mosquée de Paris il y a une quinzaine de jours. Évidemment, sa position, il l'avait déjà dit et redit à plusieurs reprises. Il trouve que ce serait stigmatisant pour ces petites filles d'interdire le voile, le port du voile. Mathieu Vallet. Je suis très choqué que le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre aussi des cultes, il le rappelle, puisse tenir des propos, comme il vient de le dire, à savoir banaliser le port du voile pour les enfants. D'abord, Shams Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, puisqu'il est question de ce représentant du culte musulman dans l'intervention de M. Nunez, expliquait à l'époque, déjà suite aux déclarations de M. Retailleau, qu'il ne trouvait pas normal que des gamines portent le voile. Donc je ne sais pas pourquoi il se fait plus royaliste que le roi, et surtout qu'il adopte un ton et une position politique de l'extrême gauche, et même prôné par les frères musulmans. C'est inquiétant. Il y a un rapport du ministère de l'Intérieur qui a été rendu public par Bruno Retailleau l'année dernière sur l'entrisme des frères musulmans, qui passe aussi par le port du voile pour les mineurs. Donc vous savez la position de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur ce sujet, et qui est aussi la mienne, la nôtre. Les enfants ne doivent pas porter en étendard le voile parce que c'est un instrument de soumission, parce que quand on est mineur, on n'est pas indépendant et on est sous la tutelle des parents, hein, c'est la loi, hein, l'autorité éducative parentale, c'est la loi. Donc je suis très choqué et étonné de ces propos du ministre qui gère les cultes en France. Alors lui, il dit « Elle ne menace pas le vivre ensemble républicain ». Et c'est vrai que juridiquement, légalement, c'est difficile de faire passer une loi qui interdit le voile pour les mineurs. Non mais c'est un combat sociétal, moral et laïque. J'ai envie de vous dire que moi, quand on a des gamins qui vont à l'école, on l'a fait pour l'école. À l'école, il est interdit de porter un signe ostentatoire religieux. Oui, mais c'est l'école. Là, ce serait dans l'espace public. Mais oui, mais c'est pareil. C'est que en réalité, il faut protéger nos enfants. On ne sait pas pour ces gamins, pour ces gamines, pour l'occurrence pour ces gamines, pardon, lorsqu'ils portent des signes religieux comme le voile, on sait très bien que c'est un signe d'étendard de soumission à l'islamisme et que les frères musulmans prônent ce port de signes religieux pour les gamines. Et d'ailleurs, le grand recteur de la mosquée de Paris, qu'on ne va pas taxer ni de facho, ni de raciste, d'islamophobe, puisque c'est le terme inventé par les frères musulmans pour victimiser, soi-disant, les musulmans qui est absolument pas défendu par ce genre de groupuscules qui sont dangereux pour la République. Je rappelle que dans des pays arabes comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite ou comme d'autres pays, les frères musulmans sont interdits, sont des organisations classées comme terroristes et interdites. Non, M. Nunez n'a pas raison. Il ne faut pas permettre à des gamines de pouvoir porter le voile, et c'est le grand recteur de la mosquée de Paris qui le dit. Oui, mais c'est difficile à interdire, encore une fois. Il faudrait changer la loi. Ah ben moi, je suis pour que la liberté de la femme et la liberté de nos enfants, elle soit totale. Et que quand on est petit, on est en phase d'apprentissage, en phase d'éducation, en phase finalement de se construire une personnalité. Et qu'on ne peut pas soumettre une gamine à porter un voile qui est l'étendard de l'islamisme radical. Puisque les frères musulmans, je le rappelle, mais il faut le redire et le redire, c'est une organisation dans certains pays arabes, Arabie Saoudite, Égypte et encore bien d'autres, qui la déclarent comme terroriste, et donc qu'elle est interdite en tant que telle. Et je comprends pas qu'en France elle soit tolérée, je comprends pas qu'on tolère ce genre de discours. Mais elle a été placée comme organisation terroriste. Comment ? Elle a été placée comme organisation terroriste. Oui, mais pas en France. Les frères musulmans ne sont pas classés organisation terroriste en France, voilà, comme les antifas d'ailleurs. Donc moi, je vous dis, c'est des propos extrêmement graves qu'un ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire et tenir. Voilà, et c'est aussi le grand recteur de la mosquée de Paris, monsieur Shams Eddine Hafiz, qui le dit également. Donc je vous dis, on peut pas le tacler de racisme, facho ou même d'islamophobe, que je rappelle, un terme inventé par les frères musulmans justement, pour justement dire qu'il y a un racisme d'État, qu'il y a une islamophobie, comme ils l'appellent, de leur vœu d'État, pour victimiser soi-disant les musulmans qui ne doivent défendre absolument pas et les jeter dans les bras des plus radicaux. Et à la fin, ça se termine par des drames et des bains de sang comme notre pays l'a vécu. Parce que le projet des frères musulmans à bas bruit, c'est de faire de l'entrisme dans le sport, dans l'éducation, dans la sphère parentale, dans la sphère sportive, pour pouvoir saper nos valeurs de la République. Mais c'est pas forcément la ligne du gouvernement, puisque Aurore Bergé, qui est ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est favorable à cette interdiction. Elle s'oppose sur ce sujet au ministre de l'Intérieur. Oui, ben j'en sais rien, ils ont qu'à faire une réunion de plus. Hier, ils ont fait une réunion sur les carburants pour qu'il n'y ait aucune mesure concrète qui en sorte. Ils vont refaire une réunion pour se coordonner. C'est en même temps macroniste. On a des gens qui nous disent qu'ils sont contre le port du voile pour les fillettes. On a d'autres gens qui nous disent qu'ils sont pour. Il y avait une réunion du gouvernement mercredi matin. Voilà, donc je comprends pas qu'ils aient pas accordé leur violon. En tout cas, quand on a des convictions solides, on ne devrait même pas avoir à accorder nos violons. Dans mon parti, tout le monde porte la même position parce que notre but, c'est de défendre ces filles et ces garçons, même tous les enfants de la République, quels qu'ils soient. Et nous, on n'est pas là à stigmatiser les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur conviction religieuse. Ça, c'est la France insoumise. Quand ils parlent à longueur de journée des racisés, quand ils disent que tout blanc, tout moche, je dis que c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est ces gens-là qui sont dangereux et qui réduisent les gens à leur couleur de peau, même aujourd'hui, à un signe religieux qui, pour eux, est l'étendard d'un islam
islamisme qu'ils ne dénoncent pas. Voilà, et dont ils estiment que le Hamas est une organisation terroriste, qui n'est pas une organisation terroriste islamiste. Pardon. Parlons des ZFE, les zones à faible émission. Si je veux être un petit peu plus clair, il faut savoir que ce projet de loi de simplification de la vie économique, qui inclut donc cette fameuse ZFE, a connu un parcours parlementaire pour le moins chaotique. Ce qui va reprendre, les débats vont reprendre la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Il y avait un vote de ce texte qui avait été adopté en commission mixte paritaire fin janvier, qui supprimait les ZFE. Et là, le gouvernement a choisi, il va faire un amendement qui donne le choix aux collectivités de les supprimer ou non, de les mettre en place ou non. C'est un compromis qui a été trouvé. Qu'en pensez-vous, Mathieu Vallet ? Non, mais je ne comprends pas qu'on revienne sur un sujet sur lequel Pierre Meurin, le député Rassemblement national du Gard, s'est battu et a obtenu suffisamment de voix à l'Assemblée pour faire abroger cette disposition d'apartheid social, d'obliger les gens à ne pas venir avec leur voiture dans les centres-villes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a les bons bobos qui habitent dans les centres-villes et qui ont les moyens de se payer le logement qui est très cher. Vous prenez les grandes métropoles comme Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg, Paris, etc. Il y a des gens qui peuvent faire tout en transport en commun, qui peuvent habiter, travailler, se nourrir, se loger au même endroit. Il y a d'autres personnes qui veulent venir au centre-ville et qui en ont évidemment le droit et qui ils vont subir une ségrégation sociale parce qu'il y a ce principe des ZFE qui est une véritable, finalement, entourloupe administrative qu'on a combattu et qu'on avait obtenu le vote à l'Assemblée. Donc je ne sais pas pourquoi le gouvernement revient par la petite porte, ce qu'on a obtenu dans l'hémicycle il y a quelques mois. Écoutez Alexandre Jardin, l'écrivain militant anti-ZFE qui a dénoncé un scandale démocratique. Il y a un refus obstiné de la démocratie, c'est tout. Il y a un coup de force administratif qui est constant. C'est-à-dire qu'au fond, l'Assemblée nationale vote l'abrogation, on s'en fout. La commission mixte paritaire Sénat-Assemblée vote un accord de suppression, on s'en fout. Les gueux lanceront avant l'été des campagnes référendaires et nous lancerons des référendums populaires, des référendums sauvages. On doit rester un grand peuple démocratique. Alexandre Jardin qui s'exprimait hier sur Europe 1. Mais au final, laisser le libre choix à des maires en fonction de leur ville, de mettre en place ces zones, ça pouvait être du bon sens, on pouvait le comprendre. Non, mais en France, la loi, c'est les députés qui la font et les sénateurs. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils changent la Constitution. La France Insoumise, c'est ce qu'elle veut faire en abattant la 5e République et en créant une 6e République. Dans la 5e République que nous défendons, celle écrite par le général de Gaulle, en tout cas Michel Debré, il y a le Parlement qui s'exprime et il s'est exprimé et la vie a été rendue. Donc Alexandre Dujardin qui s'exprime sur ce sujet-là, qu'il n'hésite pas à soutenir Pierre Meurin, le député de Rassemblement national. Je fais sa pub parce que c'est lui qui, dès le début, a levé le lièvre, s'est battu sur ce texte, contre ce texte. Il a même fait la tournée des villes. Il est même venu au Parlement européen à Strasbourg. J'étais à ses côtés avec notamment Virginie Joron, députée européenne, une collègue à moi. Et donc, nous maintiendrons notre position, notre combat, et celui de voir abroger cette disposition partout en France. Je suis désolé, mais la loi, elle doit être partout pareille en France. Et si cet amendement est maintenu, vous ne voterez pas cette loi de simplification de la vie économique, qui est pourtant attendue, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette loi. Oui, Marine Le Pen décidera en tant que chef du groupe politique du Rassemblement national à l'Assemblée ce qu'elle décidera de faire. Mais en tout cas, cette disposition, nous ne la voterons pas. Dans un texte, on peut faire passer des dispositions qui facilitent et simplifient la vie de nos entreprises, tout en refusant des lois qui vont être, en tout cas des dispositions qui vont être des apartheids sociales. Je vous rappelle que c'est de la ségrégation sociale, cette loi, vis-à-vis des plus faibles, des plus démunis, des moins chanceux d'avoir un véhicule qui coûte cher. Tout le monde ne peut pas acheter des véhicules électriques à 25 000 ou 30 000 ou 35 000 euros lorsqu'on parle des premiers modèles, même s'il y a des aides qui coûtent un pognon de dingue. Donc oui, je vous le dis, nous combattrons cette disposition du texte comme nous l'avons fait avant. On ne va pas nous reprocher d'être cohérents. Mathieu Vallet, parlons à présent de la France Insoumise. Je voudrais vous faire écouter Fabien Roussel, le chef du Parti communiste français, qui a affirmé ne pas se retrouver dans la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. Il s'exprimait sur France Inter. Je n'aime pas cette conception de la nouvelle France. Je préfère, moi, la conception défendre une conception d'une nouvelle république. Une république qui défend l'égalité stricte de nos concitoyens, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a un sujet profond qui nous préoccupe, au Parti communiste français aussi. Il y a un racisme énorme contre les personnes d'origine africaine et il y a un rejet profond des personnes de confession musulmane. Nous devons avoir une république qui garantisse les mêmes droits pour tous. Or, ce que fait la France insoumise avec ce principe de nouvelle France, il ne se bat pas pour l'égalité des droits. Lui, il fait du communautarisme. Il a un concept identitaire. Il essentialise les gens. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à Fabien Roussel ? Prenez vos distances dans ce cas-là ? Non, mais il me fait rire, Fabien Roussel, il est sympa. Bon, d'abord, il a perdu face à Guillaume Florquin dans le Nord au premier tour à la députation en 2024 à la dissolution. Bon, il a été réélu maire.
Tant mieux, il garde au moins un mandat pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que il a fait alliance avec le diable en 2024 pour sauver des sièges électoraux. Il s'est pas attardé à regarder ce que défendait la France Insoumise. En tout cas, il n'en était pas ému. Donc maintenant qu'il est réélu maire et qu'il a son siège confortable, visiblement des ailes lui poussent, tant mieux. Mais les convictions, ça a géométrie variable. Je veux dire simplement, l'égalité des droits, elle existe déjà dans notre République. Et c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous pensez de son concept de nouvelle République? Non, mais j'ai été étonné que quelqu'un qui s'associe avec l'extrême gauche, qui pour moi est le diable rouge, qui vante à longueur de journée des maires racisés, vous vous rappelez Jean-Luc Mélenchon, mais aussi tous ces élus de la France Insoumise dans la campagne municipale, voter pour un maire qui est noir, parce qu'il est noir, parce qu'il défendra les noirs, parce qu'il représentera les noirs, c'était leur discours. Il y en a qui avaient des pudeurs de dire ce qu'ils pensaient réellement. Moi, je vous dis ce que la majorité des Françaises et des Français ont compris dans leur discours. Ils parlent à longueur de journée des personnes racisées, qu'il faut promouvoir parce que racisées, qu'il faut défendre parce que racisées, qu'il doit être élu parce que racisées, et qu'elles représentent mieux les personnes racisées des communes où elles seraient élues. Et après, ces gens-là viennent nous parler de racisme. Mais qui est raciste à défendre en permanence et à promouvoir et à faire de la couleur de peau leur alpha et leur oméga? Donc aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. Les gens qui défendent, soi-disant, la lutte contre le racisme sont ceux qui n'ont pas soit dénoncé les propos qui, pour moi, étaient racistes à l'époque quand ils étaient tenus, et encore aujourd'hui. Là, il les dénonce, en tout cas. Enfin, oui, d'accord, il les dénonce, mais on l'a pas beaucoup entendu durant les municipales avec ses propos insupportables de la France Insoumise. Et même Monsieur Attal, j'ai entendu que sur France Inter, il disait que ses propos outranciers et abjects de la France Insoumise faisaient le carburant du Rassemblement national. Monsieur Attal, il croit que moi, dans ma voiture, j'attends que la France Insoumise me mette le carburant avec tout leur lot de haine anti-flic, haine anti-France, haine du juif, maintenant haine liée à la couleur de peau. Non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'aimerais bien que dans notre République, tout le monde puisse se sentir à sa place sans se demander d'où il vient, qui il est, en quoi il croit, qu'est-ce qu'il aime. Enfin, c'est absolument pas notre vision de la politique. Donc, Monsieur Roussel, comme Monsieur Attal, comme tous ces gens qui ont appelé à voter la France Insoumise, ou pire, qui ont fait alliance avec eux, c'est des hypocrites aujourd'hui. C'est des faux culs. Voilà, au bout d'un moment, les convictions, faut les assumer jusqu'au bout, quitte à perdre des sièges électoraux. C'est ce que nous, on a fait en 2024. On a défendu nos politiques, on n'a pas eu le nombre de députés escomptés, mais pour autant, on a la fierté de regarder le matin dans la glace, et pas uniquement pour se raser. Puisqu'on parle de LFI, le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, c'était aussi l'une des polémiques de la semaine. Écoutez Pierre Moscovici, l'ancien président de la Cour des comptes, qui a réagi à son retour. Il était sur France Info. Je n'en ferai pas une énorme affaire, franchement. Je ne parle pas de la mort du militant, ça c'est considérable. Que des proches de M. Arnaud soient impliqués, c'est possible, sinon probable, c'est ce qu'on appelle la jeune garde. Après, il est député, c'est pas lui qui a tué ce jeune homme, il a pris un temps de pause. Je dis pas que c'est normal, enfin, bon, on va pas en faire un fromage non plus. On démissionne, ce qui était arrivé à M. Quatennens, ça n'a pas été si facile, quand on était soi-même condamné pour des faits personnels, je crois qu'il y avait eu des violences conjugales. Bon, je désapprouve totalement le type de comportement qu'il y a derrière tout ça. C'est pas une personnalité qui m'est sympathique, mais je n'attendais d'ailleurs pas cet incident pour voir qu'il était particulier tout de même. Bon, il est député, Alors, est-ce qu'il faut en faire un fromage, comme il dit, Pierre Moscovici? Je sais pas si Pierre Moscovici veut pas en faire un fromage, mais moi je vais en faire un plat principal. Il est gentil, Pierre Moscovici. Bon, c'est bien, il est plus payé par la République comme président de la Cour des comptes, puisqu'il a été remplacé par une amie de M. Macron, Amélie de Montchalin, qui en prend pour au moins 30-40 ans. Hein, voilà. Conception curieuse de la démocratie. Mais non, mais attendez, Raphaël Arnaud, il devrait démissionner en fait. C'est quand même formidable dans ce parti qui distribue à longueur de journée des brevets de respectabilité, qui taxe mon parti de facho, de raciste, de tous les mots possibles et imaginables, mais eux, ils n'ont jamais rien à se reprocher, jamais rien à changer. Adrien Quatennens, c'est pas son parti qui l'a obligé à partir, c'est lui qui a démissionné. Et pardon, oui, la France Insoumise, M. Mélenchon t'a expliqué que c'est juste une gifle, mais il y a juste un féminicide en France tous les 3 jours. Enfin voilà, au bout d'un moment, moi, quand je prenais des plaintes, ça commençait par des brimades, des humiliations, des gifles, et après ça termine par une femme morte tous les 3 jours. Alors revenons-en à Raphaël Arnaud. Oui, mais c'est pareil. Qui s'est exprimé d'ailleurs dans le média de la drogue avec de l'argent public est toujours député, comme M. Raphaël Arnaud dont les assistants, alors il y a une instruction toujours en cours, mais ils sont quand même écroués pour 2 d'entre eux pour homicide ou complicité d'homicide. Lui n'a pas été mis en cause dans cette affaire. Non mais il a créé la jeune garde quand même. L'enquête est en train de démontrer que ces 3 assistants faisaient partie de la mouvance de l'ultra-gauche. Il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr, Sciences Po ou l'ENA pour être un grand clerc pour comprendre ça. Donc il a créé un mouvement, une milice violente. Il a d'ailleurs été condamné pour des violences volontaires en réunion. Lui c'est pareil, il est toujours en place, hein, M. Arnaud. Et on verra ce que le reste de l'enquête dira. Elle n'est pas terminée l'enquête. Donc moi aussi je suis impatient de savoir ce que l'enquête va donner. Il a été élu et il reprend son post. Ah oui, d'accord. Donc pour le Rassemblement national, sur des suspicions ou sur finalement quelques éléments non prouvés, on devrait tout de suite démissionner et finalement se mettre à genoux au sol, hein, comme M. Castaner voulait le faire face au Traoré. Mais quand c'est des faits avérés pour lesquels ils ont été condamnés, M. Arnaud a été condamné pour des violences, M. Kerbrat pour de la drogue, M. Quatennens pour des violences conjugales, M. Mélenchon pour des intimidations et des violences, des rebellions. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait être vierge de tout casier judiciaire
entière ça pour se voudrait surtout dire que présenter et pour siéger le dans grand l'hémicycle. ménage des brebis galeuses ou des députés qui sont des brebis galeuses de la France Insoumise, c'est pas pour tout de suite. Et je vois pas Libération, Mediapart poser des questions en conférence de presse ou en faire un fromage justement lorsqu'ils posent des questions à la France Insoumise. Visiblement, ils s'en sont accommodés. Non mais moi je trouve ça hallucinant. On exige du Rassemblement national ce qu'on n'exige pas des autres partis. Nous on est lasérisés en permanence sur parfois des éléments de politique, on n'est pas d'accord avec nous, il faudrait qu'on démissionne ou qu'on démissionne des gens. Eux ils ont des condamnations pénales non susceptibles d'appel et qui sont définitives et ils restent en place. À part M. Catanas, parce que évidemment ça a quand même choqué qui gifle juste une femme. Mais moi je veux dire, il n'y a pas juste une femme. Et j'en ferai plus qu'un fromage, j'en ferai un combat et j'en ferai un combat de ma vie. On ne touche pas à qui que ce soit dans le politique, encore moins à des femmes.